Chapitre 5. Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était 1 heure du matin et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. Elle se mit à respirer, et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige ? Comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soins ? Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui avais choisis avaient quelque beauté. Quelque beauté, grand Dieu ! Sa peau jaunâtre, tendue à l'extrême, dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides dont la couleur semblait presque la même que celle blême des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces. Les avatars multiples de l'existence ne sont pas aussi variables que les sentiments humains. J'avais pendant 2 ans travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. Et pour cela j'avais négligé mon repos et ma santé. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée, mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire et longtemps je tournai en rond dans ma chambre à coucher, sans trouver le sommeil. Enfin, la fatigue l'emporta et je me jetai tout habillé sur mon lit pour chercher quelque temps l'oubli de ma situation. En vain. Je dormis sans doute, mais ce fut pour être assailli par les rêves les plus terribles. Je crus voir Élisabeth, débordante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé et surpris, je l'enlaçai, mais alors que je posais mes lèvres sur les siennes, elle devint livide comme la mort. Ses traits se décomposèrent et j'eus l'impression que je tenais entre mes bras le cadavre de ma mère. Un linceul l'enveloppait et, à travers les plis, je vis grouiller les vers de la tombe. Je me réveillai avec horreur. Une sueur glacée me couvrait le front, mes dents claquaient, j'étais saisi de convulsions. Puis, la lumière jaunâtre de la lune se glissa à travers les croisées de la fenêtre et j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau de mon lit et ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il fit entendre des sons inarticulés tout en grimaçant. Peut-être parlait-il, mais je ne l'entendis pas. Une de ses mains était tendue, comme pour me retenir. Je pris la fuite et me précipitai vers les escaliers. Je cherchais refuge dans la cour de la maison, où je passais le reste de la nuit, marchant fébrilement de long en large, aux aguets, attentif au moindre bruit, à croire qu'il annonçait chaque fois l'approche du démon à qui j'avais si piteusement donné la vie. Oh, quel mortel pourrait supporter l'horreur d'une telle situation ? Une momie à qui l'on rendrait l'âme ne pourrait pas être aussi hideuse que ce misérable. Je l'avais observé avant qu'il ne fût achevé. Il était laid à ce moment-là, mais quand ses muscles et ses articulations furent à même de se mouvoir, il devint si repoussant que Dante lui-même n'aurait pas pu l'imaginer. Je passais une nuit épouvantable. Quelquefois, mon pouls battait si vite et si fort que je sentais la palpitation de chacune de mes artères. Il m'arrivait aussi de chanceler tant ma fatigue était grande, tant ma faiblesse était profonde. Et mêlée à cette horreur, l'amertume née de mon dépit me tiraillait. Les rêves dont je m'étais nourri et qui avaient soutenu mon exaltation devenaient à présent un enfer. Le changement avait été si brutal, la désillusion si complète. Le jour, enfin, commença à paraître. Un jour sombre et pluvieux. Mes yeux découvrirent le clocher blanc de l'église d'Ingolstadt et l'horloge qui marquait 6 heures. Le portier ouvrait les portes de la cour qui, cette nuit, avait été mon asile. Je sortis, allai précipitamment par les rues, un peu comme si je voulais fuir le misérable, craignant de le rencontrer à chaque carrefour. Je n'osais pas retourner dans mon appartement. Je me sentais le besoin irrésistible de marcher, bien que trempé par la pluie qui tombait à verse d'un ciel sombre et bas. J'errai longtemps de la sorte, cherchant par la fatigue physique de me soulager du poids qui m'accablait l'esprit. Je parcourus les rues, sans savoir où j'étais ni ce que je faisais. Mon cœur battait au rythme de la peur, et j'allais en titubant,
sans un seul regard en arrière. Tel celui qui, sur la route solitaire, chemine dans la peur et l'épouvante, et qui, après s'être retourné, va de l'avant, sans ne plus regarder derrière lui, parce qu'il sait qu'un affreux démon marche menaçant dans son dos. En poursuivant ma route, j'arrivais finalement devant une auberge où d'ordinaire s'arrêtaient les diligences et les voitures. Sans trop savoir pourquoi, j'y fis halte. Durant quelques minutes, je gardai les yeux fixés sur une voiture qui approchait au fond de la rue, et tandis qu'elle s'avançait, je vis que c'était la diligence de la Suisse. Elle s'immobilisa juste à l'endroit où je me tenais. Lorsque s'ouvrit la portière, je reconnus Henri Clerval, lequel, en me voyant, sauta de la voiture avant de s'exclamer « Mon cher Frankenstein, comme je suis heureux de te voir! Quelle joie de te trouver ici à l'instant même de mon arrivée! Rien ne pourrait égaler le plaisir que j'éprouvais à la vue de Clerval. Sa présence me rappelait mon père, Élisabeth et toutes ces scènes de famille si chères à mon souvenir. Je lui pris la main et en un instant j'oubliai mon horreur et mon infortune. Je ressentis soudain, pour la toute première fois depuis des mois, la joie et la sérénité. J'accueillis mon ami de la façon la plus cordiale et nous nous dirigeâmes vers mon collège. Clerval me parla de nos amis communs et me dit sa chance d'avoir pu venir à Ingolstadt. Tu imagines aisément les difficultés que j'ai rencontrées pour faire admettre à mon père que tout le savoir nécessaire ne résidait pas seulement dans le noble art de la comptabilité. Et en effet, je crois que je l'ai laissé incrédule jusqu'à la fin, car sans cesse, il reprenait les paroles du professeur hollandais dans Le Vicaire de Wakefield. Je gagne 10 000 florins par an sans connaître le grec, je mange de bon appétit sans connaître le grec. Mais tout de même, son affection pour moi l'a emporté sur son aversion pour la science et il m'a autorisé à entreprendre le voyage au pays du savoir. Je te revois avec le plus grand plaisir, mais parle-moi de mon père, de mes frères et d'Élisabeth. Ils vont très bien et ils sont très heureux. Seulement un peu triste de ne pas avoir de tes nouvelles. À propos, j'ai bien envie, moi, de te faire la morale. Mais mon cher Frankenstein, poursuivit-il en s'arrêtant pour me dévisager, je n'avais pas remarqué tout à l'heure combien tu avais l'air malade. Tu es si pâle, on dirait que tu n'as pas dormi depuis plusieurs nuits. Tu as deviné juste. Ces derniers jours, mon travail m'a tellement absorbé que je n'ai pas pu prendre de repos, comme tu le constates. Mais j'espère sincèrement en avoir fini et pouvoir me débarrasser de ces contraintes. Je tremblais très fort. Je ne pouvais supporter de réfléchir et encore moins de songer aux événements de la nuit précédente. Je hâtai le pas et bientôt nous arrivâmes à mon collège. Avec un frisson, il me vint l'idée que la créature que j'avais laissée dans mon appartement pourrait y être encore, vivre et se promener. J'avais peur de revoir le monstre, et encore plus qu'Henri ne le vit. Je le priai donc de rester quelques instants au bas de l'escalier et me précipitai vers la pièce. Ma main était déjà sur la poignée de la porte et je n'avais pas repris mes esprits. Je m'arrêtai alors et un frisson me parcourut le dos. Puis, je poussai rudement la porte, comme les enfants le font d'ordinaire quand ils croient qu'un fantôme les attend de l'autre côté. Rien ne m'apparut. Je marchais prudemment, mais mon appartement était vide, et l'hôte détestable ne se trouvait pas dans ma chambre à coucher. J'avais quelque peine à croire que la chance avait pu me sourire. Assuré de l'absence de mon ennemi, je frappai les mains de joie et courus vers Clerval. Nous montâmes chez moi, et très vite, le domestique apporta le déjeuner. Mais j'étais incapable de me contenir. Ce n'était plus la joie qui me possédait, je sentais ma chair frémir, mon cœur battre la chamade. Je sautais par-dessus les chaises, battais des mains, riais bruyamment, sans aucun contrôle sur moi-même. D'abord, Clerval mit mon allégresse sur le compte de sa venue inopinée, mais après m'avoir observé avec attention, il remarqua dans mon regard des lueurs auxquelles il n'était pas habitué et fut frappé par mon rire étrange et tapageur. « Mon cher Victor, cria-t-il, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ne ris pas de cette façon. Tu es malade. Quelle est la cause de tout ceci? » « Ne m'interroge pas, m'écriai-je en mettant mes mains devant mes yeux, car je pensais voir l'horrible spectre se glisser dans la pièce. Lui peut le dire. « Oh, sauve-moi! Sauve-moi !» Je crus que le monstre s'emparait de moi. Je me débattis furieusement et cédai à une violente crise. Pauvre Clerval! À quoi devait-il penser? Une rencontre qu'il avait attendue avec tant de joie tournait au drame. Mais je ne voyais pas sa tristesse. J'étais inanimé et je ne repris mes esprits qu'après un long moment. Ce fut le commencement d'une fièvre nerveuse qui me retint plusieurs mois. Durant tout ce temps, Henri seul me soigna. J'appris plus tard que, tenant compte de l'âge avancé de mon père, de son incapacité d'entreprendre un long voyage, et sachant qu'Élisabeth serait très affectée par ma maladie, il leur avait dissimulé,
afin de ne pas les émouvoir, la gravité de mon état. Il savait qu'il pouvait me soigner mieux que personne, et, convaincu de me guérir, il ne doutait pas qu'ainsi, il agissait devant tout le monde de la meilleure façon. J'étais en réalité très malade, et si je n'avais pas bénéficié des soins et du dévouement de mon ami, je ne me serais jamais rétabli. Sans cesse, j'avais sous les yeux la silhouette du monstre que j'avais créé, et sans cesse je délirais à son propos. Mes paroles, à coup sûr, stupéfiaient Henri. D'abord, il crut qu'elles étaient le fruit d'une imagination déréglée, mais mon obstination à revenir continuellement sur le même sujet le persuada bientôt que mon trouble devait son origine à un événement extraordinaire et terrible. Petit à petit, nonobstant de fréquentes rechutes qui alarmaient et inquiétaient mon ami, je recouvrais la santé. Je me souviens que la première fois que je fus en état d'observer avec un certain plaisir les objets qui m'entouraient, je vis que les feuilles mortes avaient disparu et que de jeunes bourgeons poussaient sur les arbres qui ombrageaient ma fenêtre. Ce fut un printemps divin, et la saison contribua grandement à ma convalescence. Je sentis aussi renaître en mon cœur des sentiments de joie et de tendresse. Mon chagrin se dissipait et je commençais à être aussi gai que je l'avais été avant d'être pris par ma passion funeste. « Mon très cher Clerval !» m'exclamai-je. « Que tu es affectueux, que tu es bon pour moi ! Tout cet hiver, au lieu d'étudier ainsi que tu le projetais, tu l'as passé au chevet d'un malade. Comment pourrais-je te remercier ? J'éprouve le plus vif remords pour le dépit que je t'ai causé, mais tu pourras le pardonner. Je serais totalement quitte si toi-même tu ne te tourmentais plus, et si tu te rétablissais au plus vite. Mais puisque tu sembles aller mieux, je puis aborder un sujet différent, n'est-ce pas ? Je tremblais. Ce sujet, que pouvait-il être ? Allait-il faire allusion à cette chose à laquelle je n'osais plus penser ? Calme-toi, dit Clerval, qui me voyait changer de couleur. Je n'en parlerai pas, si cela te trouble. Mais ton père et ta cousine seraient bien heureux s'ils recevaient une lettre écrite de ta main. Ils ignorent que tu as été au plus mal et s'interrogent sur ton long silence. Ce n'est donc que cela, mon cher Henri ? Comment pourrais-tu supposer que ma première pensée n'irait pas vers ces êtres que je chéris et qui méritent toute mon affection ? Si tu te trouves dans cet état d'esprit, mon cher ami, tu te réjouiras de lire une lettre qui t'a été adressée il y a quelques jours. Elle est de ta cousine, je crois.